Merci à tous pour votre présence ce matin pour le Canada et aujourd'hui pour d'autres parce que je sais qu'il y a plusieurs fuseaux horaires de connectés aujourd'hui. C'est la première table ronde qui est organisée par le Collège des chaires sur le monde francophone. Et puis, le thème de cette première table ronde, c'est évidemment la télémédecine en cette période de COVID. Certes, la pandémie a transformé l'organisation des systèmes de santé et puis dans de nombreux pays. Les protocoles de distanciation physique ont eu pour conséquence de limiter les contacts en face à face entre les patients et les professionnels de la santé. Et de nombreuses organisations de santé ont alors offert très rapidement soit des consultations par téléphone ou des consultations par vidéo. Alors, c'est sûr que la télémédecine n'est pas une pratique nouvelle, mais elle s'implantait quand même lentement au sein des différents systèmes de santé parce qu'elle faisait face à des enjeux à la fois, et ça, c'est documenté dans la littérature économique, technologique, organisationnelle, mais aussi sociaux. Et pour beaucoup de professionnels de la santé, elle restait un concept, ce concept de la télémédecine, mais depuis la pandémie, pour beaucoup, elle est devenue vraiment une réalité. Une réalité qu'il faut apprivoiser pour limiter les risques de contamination, pour assurer une continuité aussi dans la prise en charge de certaines maladies chroniques. Et évidemment, très rapidement, elle est devenue un petit peu la solution idéale. J'ai envie de dire aussi un petit peu la solution idéalisée par les pouvoirs publics, parce qu'évidemment, elle limite les déplacements à l'hôpital ou en clinique et elle permet cette distanciation physique qui est nécessaire en ce temps de pandémie. Alors, on ne peut pas nier le fait qu'elle devient une solution qui s'impose en nous en cette période de crise sanitaire, une solution qui permet d'évaluer des cas potentiels de COVID-19 à distance, de procéder au triage des patients, mais aussi d'alléger d'une certaine manière le système de santé. Cependant, le panel d'aujourd'hui, son objectif, c'est vraiment de faire un petit peu un retour d'expérience sur ce qu'on a vécu ces derniers mois en termes de télémédecine et d'usage de la télémédecine dans différents contextes, et puis de soulever un peu les enjeux, les défis que cela peut soulever sur le plus ou moins long terme aussi, parce qu'on le verra, bien évidemment, c'est une pratique qui s'est mise en place très rapidement, mais ça soulève aussi un certain nombre d'enjeux. Alors, dans un premier temps, je vais donner la parole à nos panélistes qui vont avoir chacun une quinzaine de minutes pour nous parler, pour nous présenter leurs initiatives et leur retour d'expérience. Et dans un second temps, je laisserai mon collègue Éric Chevauchery modérer la discussion que nous aurons tous ensemble après cette table ronde. Donc, ça sera l'occasion pour vous tous de pouvoir commenter, faire part peut-être aussi de vos propres récits d'expérience ou tout simplement de poser des questions. Donc, je vais introduire notre première panéliste qui est Judith Boileau. Judith est infirmière et conseillère en projets spéciaux télémédecine et éthique clinique à l'hôpital Montfort. Et Judith prendra la parole dans un premier temps pour nous parler de ce retour d'expérience de l'utilisation de la télémédecine en cette période de pandémie à l'hôpital Montfort. Dans un deuxième temps, je donnerai la parole à Madame Eva Oloa, qui est la présidente fondatrice de Télémédecam, donc un dispositif, une plateforme réseau de télémédecine au Cameroun, et donc qui nous fera part aussi de leur retour d'expérience de l'usage de la télémédecine. Et puis enfin, je prendrai la parole avec ma collègue Maria Sherba pour vous présenter un petit peu les résultats d'une recherche que nous avons faite et qui nous a permis de porter une attention plus particulière sur la relation patient-médecin, la communication patient-médecin en contexte de télémédecine et un petit peu ce que cette recherche-là nous a appris. Alors, cette table ronde aussi, elle permet de réunir, comme vous le voyez, des personnes de différents horizons.
mais elle a été aussi rendue possible parce qu'on a participé à une initiative qui a été organisée par l'Organisation de la francophonie sur Solidarité Covid-19, la francophonie s'organise, et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai pu faire la connaissance de l'initiative de nos collègues de Télémédecam. Donc tout de suite, je vais donner la parole à Judith Boileau pour sa présentation. Bon matin tout le monde, merci infiniment pour la belle invitation ce matin. Donc, je vais mettre ma présentation à l'écran. Juste m'assurer que vous l'avez bien. Oui. Excellent. Donc, j'ai le privilège ce matin de vous parler un petit peu de l'hôpital Montfort, de vous parler des soins virtuels, ainsi que de vous faire part, là, tel que mentionné par Sylvie, de notre expérience. Donc, je vais vous introduire un peu qui est l'hôpital Montfort, quels sont les soins virtuels qu'on faisait pré-COVID, parce que je pense que c'est important de préciser le pré et le post. Par la suite, la crise sanitaire qui est venue, quels sont les soins virtuels en période de COVID, les bénéfices, les enjeux ainsi que les défis. Et je vais aussi vous faire part d'un sondage qu'on a fait auprès de notre population, c'est-à-dire nos patients, ainsi que les leçons apprises. Pour vous faire connaître un peu qui est l'hôpital Montfort par rapport à notre vision, donc l'hôpital, on est un hôpital universitaire francophone de l'Ontario. On offre des soins exemplaires qui sont centrés sur la personne. Notre mission est vraiment d'être une référence pour les services exceptionnels qui sont conçus pour vous et avec vous. Et nos valeurs comme telles sont celles de la compassion, du respect, de l'excellence, de l'entraide et de la responsabilité. L'hôpital Montfort est affilié avec l'Université d'Ottawa depuis 1992. On a fait une extension de notre hôpital qui s'est terminée en juin 2010. On fait partie de Agrément Canada, donc on a eu une mention d'honneur en 2014 ainsi qu'en 2018. On est le seul hôpital universitaire francophone de l'Ontario et la reconnaissance qu'on a eue est depuis juin 2013. On offre des services en français ainsi qu'en anglais, donc tout notre personnel doit être bilingue. On a un partenariat unique avec la Défense nationale et on est un hôpital de soins aigus de 289 lits. Quand on parle de soins virtuels, tout dépendant où on est dans le monde, il est important de préciser ce que ça veut dire. On parle principalement de la définition du téléphone et du côté vidéo ou virtuel spécifiquement. Dans ma présentation, je vais vous parler uniquement du côté vidéo. Quand je parle principalement de la télémédecine, je parle plus spécifiquement du côté où est-ce que c'est qu'on voit le patient et on utilise la vidéo comme telle. En période pré-COVID, l'hôpital Montfort avait comme plan de déjà intégrer les soins virtuels ou la télémédecine dans notre hôpital. Depuis 2017, notre dernier plan stratégique, on a débuté, mais ce qui est aussi important de préciser, tel que Sylvie a mentionné, c'est que l'hôpital Montfort faisait déjà des soins virtuels, et je parle ici du côté plus principalement de la vidéo, avec OTN, qui est le réseau de télémédecine de l'Ontario, depuis 2003. Cependant, la clientèle et les nombres étaient très minimes. Juste pour vous donner un petit peu un aperçu, vu notre mandat francophone pour l'Ontario comme tel, on dessert vraiment, quand vous voyez sur la carte, des régions éloignées qui n'auraient pas droit à des services en français parce qu'ils sont soit trop loin ou les nombres sont restreints par rapport à pouvoir accéder à donner des services en français. Donc, dans notre mandat qu'on a ici à l'hôpital Montfort, on a fait des liens avec ces gens-là et on est actuellement capable de desservir les populations de façon virtuelle
Et je vous dirais principalement dans le domaine de la santé mentale, parce qu'on le sait que recevoir un service dans sa langue maternelle est extrêmement important. D'avoir à faire la traduction dans notre tête quand on ne se sent pas bien, c'est vraiment pas l'idéal. Dans l'autre élément, avec notre lien avec les régions éloignées, ce qui est important de savoir, c'est que dans le nord de l'Ontario, à un moment, je dirais à peu près 2 ans passés, nous avons reçu un appel du directeur général nous demandant si on aurait des ressources à pouvoir partager avec eux parce qu'ils avaient des patients orphelins en très, très grand nombre. Donc, ça veut dire que les patients n'avaient pas de médecin de famille pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et nous, ce qu'on a fait comme initiative, c'est qu'on a lancé un appel à nos médecins. Et vous voyez ici Dr Laplante qui est dans le bas de l'écran à la droite. C'est une jeune nouvelle médecin qui commençait sa pratique et qui a bien voulu tenter l'expérience de faire du virtuel. Donc, ceci existe en soins primaires et ça nous a permis de pouvoir répondre aux besoins de cette population francophone et de pouvoir définitivement desservir ces patients. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un certain nombre de patients, elle les suivait de façon virtuelle et quelques fois par année, elle pouvait se déplacer pour aller faire les examens physiques qu'elle ne pouvait pas faire de façon virtuelle. Je voulais aussi préciser par rapport aux meilleures pratiques, c'est vraiment important de préciser à ce niveau-ci la confidentialité, la sécurité, la vie privée, les lignes directrices et les normes d'Agrément Canada et aussi au niveau de tous les collèges, de toutes les professions et pas juste la profession médicale. Donc, la crise sanitaire est arrivée, comme vous savez tous, au mois de mars de cette année. Et qu'est-ce que c'est qu'on a fait à ce niveau-là? Donc, c'est important de préciser que vu qu'on avait déjà fait un début de travail au niveau du terrain, ça nous a facilité beaucoup, beaucoup la vie. On a pu partir rapidement pour pouvoir répondre aux besoins de la population dans des délais très, très rapides. Juste pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble de nos statistiques dans les derniers 6 mois, dans la partie vert que vous regardez, c'est à peu près le nombre de consultations virtuelles qu'on faisait par mois avant le COVID, mais depuis l'année fiscale, comme vous pouvez voir en bleu, de façon drastique, les nombres ont vraiment augmenté. Et c'est un travail très important à préciser, collectif. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour pouvoir mettre tout ça en place là, comme tel, et je vais en revenir un petit peu plus tard. L'un des départements qu'on a vraiment été capable d'endosser et de vraiment mettre à 100% en virtuel a été la santé mentale. La santé mentale est un des départements qu'on avait déjà commencé à travailler avec les équipes. On avait quelques psychiatres qui faisaient déjà de la télémédecine et très peu d'intervenants, mais quelques-uns comme tels. Quand est venu le temps de la crise, l'équipe au complet s'est mobilisée et a vraiment travaillé d'arrache-pied ensemble pour pouvoir mettre ça en place. Et je peux vous dire qu'on a été capable de faire ça assez rapidement parce que les gens étaient prêts à le faire et deuxièmement, voulaient répondre aux besoins de la clientèle. Ici, on parle de consultation 1 à 1 avec soit le psychiatre ou avec n'importe quel professionnel de la santé. Ici, on parle de psychologue, travailleuse sociale, physiothérapeute, etc. On a aussi des groupes de thérapie qu'on avait pré-COVID. On avait uniquement le groupe d'anxiété. Mais lors de la COVID, on a commencé l'hôpital de jour intégratif. Donc, c'est du 4 jours semaine que des patients étaient suivis régulièrement par les intervenants. Des groupes de gestion des émotions et au niveau de la relaxation aussi. On a aussi des groupes régionaux, donc le CBT, qui est vraiment au niveau des comportements, de la thérapie de comportement qu'on a mis en place. Aussi des groupes de liaison
des cliniques de médicaments et psychiatres. Ce qu'on peut préciser ici, c'est qu'il y a quand même une ou deux disciplines qu'on ne pouvait pas mettre en virtuel. Un patient a besoin d'une injection, a besoin de voir son infirmière, on a besoin de manipuler. Donc, ces patients-là, ils sont entrés pour pouvoir avoir leurs injections, mais la consultation a lieu de façon virtuelle par la suite. Ici, c'est un témoignage d'un de nos psychiatres qui, dès le début de sa carrière, a également accepté de faire de la télémédecine avec les régions éloignées, telles que j'avais mentionné tantôt, le nord de l'Ontario. Et le témoignage dit « J'ai la possibilité de voir mes patients sans avoir à me déplacer jusqu'au bureau. Les patients sont souvent plus confortables de suivre leur thérapie à partir de chez eux. C'est moins stressant que de devoir se déplacer à l'hôpital et je constate qu'ils ont moins tendance à manquer leur rendez-vous. En plus, pour moi, ça me permet de maintenir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. » Les autres cliniques qu'on a mis en place et où est-ce que c'est qu'il y a eu vraiment plus de travail dans la période de COVID, surtout dans la première phase, ça a été le secteur de gynécologie. Au niveau de la gynécologie, on avait comme la visite la pré-visite qui est faite avec l'infirmière. Ceci, c'est fait au niveau de la collecte d'informations de façon virtuelle. Et pour des visites subséquentes, certains gynécologues maintenant le font de façon virtuelle. Pour ce qui est du diabète, on a une infirmière spécialisée en diabète et une diététiste. Donc, les deux font des classes d'enseignement pour les femmes qui sont enceintes et qui ont le diabète. Et ceci a commencé également là, pour le COVID. En orthopédie, quand on parle de préhab, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus avant d'être opéré pour une prothèse totale de la hanche ou du genou. Et dans ce processus-là, on a des classes d'enseignement qu'on fait maintenant de façon virtuelle au domicile du patient. Et on a aussi d'autres initiatives en orthopédie comme telles pour les suivis post-chirurgicaux. Au niveau des diététistes, c'est la même chose. En physiothérapie, c'était une nouveauté parce qu'on avait des patients qui avaient eu des chirurgies, mais on devait pouvoir les suivre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications post-opératoires. Et ça s'est très bien fait avec l'équipe et l'équipe a été extrêmement ouverte par rapport à ce qu'on a avancé. Les ergothérapeutes, les orthophonistes, la pédiatrie a été un gros volet. Où est-ce que c'est qu'on a mis en place? Parce qu'ici, on parle du parent et de l'enfant, ainsi que du pédiatre. La préadmission, donc, ceci a été initié. On a 5 intervenants. Le patient devait voir l'assistante en pharmacie, l'infirmière autorisée, l'anesthésiste. Et si c'est un problème orthopédiste, il devait voir le physio et l'ergothérapeute. Donc, on parle vraiment d'une équipe globale. Par rapport à la psychologie de la santé, donc c'est un volet où est-ce que c'est qu'il y a eu également une bonne quantité d'intervenants qui ont emboîté le pas. Et au niveau de services de santé cardio-pulmonaire, c'est une initiative qu'on commence en novembre bientôt, c'est-à-dire on tourne en novembre la semaine prochaine. On a également la psychologie de la santé pour des groupes de pédiatrie. Donc, ça, c'était une surspécialité qui n'avait jamais essayé de faire le virtuel au préalable. Il y avait eu beaucoup de discussions, puis je pourrais vous dire pendant au moins 2 ans, mais la COVID a rendu ça expresso. Ça ne nous a pas pris de temps à mettre ça en place et il y a une grande satisfaction de la part c'est-à-dire des familles des patients et des intervenants à ce niveau-là. Et ils font également des consultations qui sont 1 à 1. La télésurveillance ou ce qu'on appelle le télémonitoring, je voulais le mettre ici juste pour vous préciser. C'est une initiative qu'on a faite qui était pré-COVID, par exemple, mais qu'on va refaire au mois de janvier. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est souvent pour une population qui a un problème de santé, soit de comorbidité, plus d'un symptôme comme tel, et ça nous permet de surveiller le patient à distance et d'interagir immédiatement s'il y a des choses qui sont non conformes. Un exemple, c'est que si la tension artérielle elle est trop haute,
on va recevoir une alerte et l'infirmière peut agir, peut discuter avec le médecin et peut empêcher que le patient ait besoin d'être réadmis à l'hôpital comme tel. Donc, ceci nous permet, avec soit le plan d'intervention qu'on a initié et qu'on a aussi mis conforme aux besoins du patient. Nos enjeux et nos défis. Vraiment important de préciser en pré-COVID, c'était vraiment l'engagement et l'adoption, surtout au niveau médical. Parce que, comme mentionné souvent, il n'y avait pas vraiment un besoin selon ce qui était précisé ou verbalisé. En post-COVID, c'est le contraire, on courait après nous. Donc, on nous sollicitait, on voulait vraiment adhérer et on voulait une solution le plus rapide possible pour pouvoir répondre à la population. L'autre élément, c'est d'avoir des plateformes et des applications qui communiquent entre elles afin d'avoir accès aux informations partout et pour tous. Et ça, c'est une de nos failles comme telle parce qu'on a trop de choix. En ayant trop de choix, ça arrive qu'on utilise plusieurs plateformes, mais la communication ne se fait pas au niveau de l'interrelation. La connaissance de la technologie pour les intervenants et les patients. Vu qu'il y a tellement de plateformes, il y a tellement d'ordinateurs, il y a tellement de tablettes possibles et impossibles, ça demande et c'est un défi pour nos intervenants. Il est important ici de préciser que pour avoir un succès, nous, ce qu'on a fait, c'est bien, on envoie un courriel au patient et dans le courriel, toutes les instructions sont là. Ce qu'on a réalisé, les patients ne lisent pas. Les gens ne lisent pas les instructions. Donc, ils ne sont pas prêts. Et ce que ça fait, c'est que lors de la consultation, on n'a pas de succès. Donc, nous, pour pouvoir avoir un succès, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait des tests auprès des patients, c'est-à-dire que notre commis a appelé le patient et on a fait un premier test pour s'assurer que le côté technique était vraiment fonctionnel. L'autre chose, c'était les manières d'incorporer le flow du patient avec celui des intervenants sans avoir à refaire tous les processus. Les enjeux techniques, j'en ai déjà parlé, et les principaux sont vraiment soit que la caméra est pas ouverte, soit que le micro ne fonctionne pas. C'est plus à ce niveau-là. Et aussi au niveau régional, c'est d'avoir les résultats des patients. Un exemple, quelqu'un a passé un électrocardiogramme, a passé des radiographies, a passé du laboratoire. Cependant, même si on a des programmes présentement qui existent, comme eHealth, on ne retrouve pas toujours toutes les informations à la même place. Il faut fouiller à plusieurs endroits et ceci peut nécessiter beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas facile à pouvoir organiser ça. La mise en œuvre au niveau des bénéfices et des défis pour le patient, c'est vraiment l'accessibilité aux soins de santé, la réduction des coûts, la réduction de la non-observance au niveau des traitements pharmacaux, la diminution des visites à l'urgence, l'accès aux spécialités plus rapides et des meilleurs suivis. Par rapport aux défis, c'est ça, c'est la connaissance des multiples plateformes parce que tout dépendant, le patient a peut-être un rendez-vous à l'hôpital d'Ottawa et utilise la plateforme Zoom. Et là, ici, à Montfort, il utilise peut-être la plateforme Teams. Donc, on n'a pas la congruence dans toute la région comme telle. La formation pour l'utilisation de la technologie, les examens physiques qui peuvent être limités, les étapes de dépannage pas toujours claires et le manque de support à l'équipe technique de façon ponctuelle parce qu'on a besoin de l'aide immédiatement. Au niveau des bénéfices pour le médecin et les intervenants, c'est moins d'annulation de rendez-vous. On a vraiment remarqué, puis on a une recherche qui est en cours actuellement, qu'il y a beaucoup moins de gens qui annulent leur rendez-vous à la dernière minute. Il n'y a pas de déplacement à la salle d'attente ou bientôt d'avoir à attendre que le patient se dévêtit pour la période d'hiver ou quoi que ce soit. Une fois habitué, ça ne va pas prendre plus de temps, mais c'est certain qu'il y a une période d'adaptation. Ça prend plus de temps au début. Ça permet de respecter les mesures sanitaires au niveau de la distanciation physique. Il y a moins d'exposition comme telle parce que le patient ne rentre pas. On a moins besoin d'utilisation des EPI.
Et on peut travailler de leur domicile et des bureaux privés de l'hôpital. Les défis, c'est vraiment l'adaptation de voir le patient à travers un écran plutôt qu'en personne. Un manque de proximité de toucher, des changements considérables dans la façon de pratiquer la médecine, la communication avec son patient, donc beaucoup de non-dits, l'habileté à mieux écouter, l'utilisation des sens plus aiguisés, la gestion de l'investigation de l'option de traitement, les émotions qui facilitent le rapport avec le patient et la considération de rassurer le patient. Ce qui serait l'idéal, ce serait des modèles hybrides. Donc, on parle ici, surtout au niveau des soins primaires, ce serait d'avoir une visite en présentiel au début et par la suite, une fois qu'on connaît le patient, ce serait de pouvoir proposer la vidéo et ou le téléphone à ce moment-là. Donc, dans le futur, on va voir comment ceci va prendre place. Et c'est important aussi d'avoir un protocole avec des inclusions et des exclusions pour pouvoir vraiment mieux guider le patient et puis pour pouvoir mieux être conciliant par rapport au traitement du patient. Les leçons à tirer ici comme telles, on parle vraiment au niveau de la communication, puis Sylvie et Maria vont vous en parler comme telles. Ce qu'on a dit, c'est que si on ne se parle pas, ça ne peut pas fonctionner. Le travail d'équipe est vraiment interdisciplinaire. Il ne faut pas oublier personne dans l'équation parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et la planification ainsi que la formation. Les résultats du sondage pré-COVID et post-COVID, donc on avait débuté le sondage, juste que vous compreniez avant, et on est allé chercher les témoignages. Et on aura un deuxième sondage qui va commencer jeudi prochain, au mois de novembre, et ça va être un sondage régional qui va se faire pour la satisfaction auprès de notre clientèle. Voici quelques commentaires des patients. Très à l'aise, a répondu à toutes mes questions. Le son a arrêté de fonctionner malgré un test qui a eu lieu la journée d'avant et fonctionnait. Donc, les rendez-vous ont continué par téléphone. Donc, ce qu'on fait, c'est on commence par vidéo, puis s'il y a un problème, on utilise le téléphone. Très professionnel, bien organisé, super bien été, très bénéfique durant la COVID. J'ai beaucoup aimé faire face à cette consultation de chez moi. Tout a bien été, une chance que quelqu'un a fait un test avec moi avant la consultation, sinon ça n'aurait pas fonctionné. J'ai senti que l'infirmière était loin. Je ne pouvais pas bien entendre. Juste pour vous démontrer un peu les questions des statistiques, on parle ici, je pouvais voir clairement mon professionnel de la santé sur l'écran. Je pouvais entendre mon professionnel de la santé clairement. Je recommanderais la télémédecine pour une consultation avec un professionnel de la santé. Ma session par télémédecine m'a permis d'échanger et de partager avec mon professionnel de la santé comme une consultation en face à face. Et dans l'ensemble, je suis satisfaite de ma session de télémédecine. Et que ceci vous donne un petit peu une idée, j'ai mis quelques questions seulement. Pour terminer, la direction future au niveau de l'innovation, la télémédecine doit être entièrement intégrée dans un système de soins qui est complet. Ça ne veut pas dire que c'est un élément isolé. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les soins de santé. Donc, c'est une citation qui a été traduite. Une autre citation du Dr. Brown, qui est le PDG du réseau de télémédecine de l'Ontario. Qu'en est-il des patients? Je crois qu'ils sont plus que prêts. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre leur téléphone intelligent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Judith, pour ce retour d'expérience à l'hôpital Montfort. Ça nous donne une idée, je dirais, des changements, là, surtout le graphique avec la montée exponentielle des téléconsultations était assez impressionnant. Je vais donner la parole maintenant à la présidente fondatrice de Télémédecam, Eva Olowa, pour qu'elle nous présente justement le retour d'expérience de leur plateforme de réseau Télémédecam. Je vous laisse la parole, Eva. Je pense, Eric, c'est vous qui partagez l'écran?
Où est-ce qu'il est? Bonjour tout le monde. Merci Sylvie de nous donner l'opportunité de présenter un petit peu l'initiative qu'on a mis en place pour pouvoir aider nos concitoyens au Cameroun. Donc moi, je vais pouvoir vous présenter la plateforme, ceux qui la composent, les outils qu'on a mis en place pour travailler justement en télémédecine et les difficultés qu'on a rencontrées pendant cette période-là. Et en fait, nos enjeux, comme disait Julie tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est des émissions qu'on avait fait pour pouvoir dire aux populations, parce que tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas un téléphone Android pour pouvoir faire les consultations, mais il était quand même assez important que les gens sachent qu'il y a la possibilité de se faire consulter. Donc, je vais présenter la plateforme. Et pour commencer, je vais vous dire que nous, on a mis ça en place parce qu'on avait commencé un travail de sensibilisation à la pandémie, tout simplement. C'est-à-dire qu'on avait commencé à alerter les populations pour leur dire attention, il y a un virus, un méchant virus qui est déjà ici en Occident et qui va probablement arriver très vite en Afrique et particulièrement au Cameroun, puisque on va parler du cas du Cameroun ici. Et donc, on a fait toute une série de sensibilisation dans les marchés, dans les quartiers. On a distribué des gels hydroalcooliques, des masques. En fait, c'était vraiment le but était vraiment de les sensibiliser aux gestes barrières, à la nécessité de se protéger, non seulement de se protéger des autres, mais de protéger les autres aussi en cas de contamination. Donc, ce travail l'a fait, on l'a très, très bien fait d'ailleurs, dans plusieurs villes au Cameroun et même dans les coins les plus reculés. On a pu accéder à ces coins-là et vraiment leur parler du Covid, de la Covid, puisque maintenant on dit la Covid, de la Covid. Donc, ensuite, très vite, on a eu une réflexion, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a fait ce travail-là, comment, s'il y en a qui sont contaminés, hein, comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir accès aux soins? Parce qu'on a très vite compris que pour certains, c'était devenu une maladie honteuse, quoi. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas aller dans les hôpitaux parce qu'ils avaient honte d'avoir le Covid, même une suspicion, hein, je veux dire. Là-bas, c'était devenu un peu compliqué. Et ensuite, ils avaient peur d'aller se faire contaminer à l'hôpital, à la consulter eux-mêmes. Donc, c'était un peu difficile. Donc, pour cela, on a pensé qu'on pouvait réunir des médecins sur une plateforme qui offrirait des consultations gratuites à des populations. Aux populations les plus démunies et même au-delà de ça. Donc, on a réuni plein de médecins de toutes spécialités. Hein. C'est parti des généralistes, aux pédiatres, aux chirurgiens. On a même des médecins de la médecine de travail, des pharmaciens. On a de tout vraiment là-dedans. Et puis, on a mis en place un protocole. D'abord, le protocole pour nous-mêmes de l'équipe et des non-médecins qui avons filtré les patients. Donc, on a mis en place un protocole pour pouvoir reconnaître d'abord les symptômes et savoir si le patient était en suspicion de COVID ou c'était une autre pathologie, quoi. Donc, avec les médecins, on a fait une liste de symptômes, hein, par exemple la toux, la température, des petites choses comme ça, pour pouvoir ensuite donc envoyer ces patients-là vers une autre plateforme qu'on avait mise à côté, uniquement pour les médecins. Donc, comment ça fonctionnait? Donc, une fois que nous, on a fait un premier tri des patients, on les envoyait dans cette plateforme-là et les médecins, au fur et à mesure de leur disponibilité, consultaient les patients. Alors, la consultation, comment elle se faisait? Essentiellement par téléphone via l'application WhatsApp. Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'application WhatsApp? Tout simplement parce que ça permettait aux médecins d'avoir le son et éventuellement l'image quand c'était possible. Quand ils avaient besoin de voir en visuel le patient, ils avaient la possibilité donc de passer à la vidéo.
Donc, on a essayé de travailler comme ça. Par contre, il y a des médecins qui sont au Cameroun, qui font partie du réseau, qui, eux, qui ont choisi, eux, de faire venir des patients, toujours gratuitement, hein, mais dans leur cabinet ou à l'hôpital pour certains qui travaillaient dans les hôpitaux. Parce qu'il faut savoir que la télémédecine au Cameroun, on ne connaît pas trop ce que c'est. Donc, les gens n'avaient pas l'habitude. C'était quelque chose de très nouveau. Des fois, ils appelaient, ils nous demandaient où était le cabinet. Donc, il a fallu faire quand même un travail de communication, un travail pour bien leur expliquer que non, en fait, c'est des consultations, mais à distance, via WhatsApp, et qu'ils n'allaient pas voir un médecin, ils n'allaient pas avoir un médecin en face d'eux, mais tout serait fait au téléphone. Mais il y a des médecins, eux, qui ont choisi, quand c'était possible, de faire venir les patients à leur cabinet. Alors, pour une, elle nous a expliqué que c'était une opération gagnant-gagnant parce qu'elle avait besoin que les gens reviennent à l'hôpital. Donc, quand ils venaient à l'hôpital, avec beaucoup de réticence, hein, ça, il faut bien le dire, parce que les gens, ils ne voulaient pas du tout aller dans les hôpitaux, hein. Donc, avec beaucoup de réticence, mais quand ils venaient, elle leur expliquait, vous voyez, c'est bien, le protocole est bien établi, les patients Covid ont leur parcours, les autres patients ont le leur, donc même si vous êtes en suspicion, et vous n'avez pas rencontré des patients contaminés, quoi. Donc, ça a été très difficile, mais il y en a qui ont pris cette option-là parmi les médecins. Donc, après, il y a eu la question des ordonnances. Comment, une fois que le patient est donc, après sa première consultation avec le médecin qui voit que vraiment c'est le Covid, comment il fait maintenant pour que ce patient-là puisse se procurer les médicaments. Donc, au préalable, nous, on avait fait un travail avec les pharmaciens pour savoir déjà est-ce que les ordonnances qu'un médecin de l'extérieur, parce qu'il y a des médecins de la diaspora, pas seulement au Cameroun, il y avait des médecins à l'extérieur. Est-ce qu'un médecin de l'extérieur qui fait une ordonnance à un patient qui est au Cameroun, est-ce que les pharmaciens accepteraient cette ordonnance-là? Donc, ils nous ont tous rassurés que évidemment, c'est possible, qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Donc, les médecins ont donc pu faire des ordonnances aux patients malades de Covid au Cameroun. Après, il a fallu aussi savoir quelle était la limite de la télémédecine dans ces conditions-là, puisque les médecins, et c'est vrai, ils consultent, mais à quel moment est-ce qu'ils décident que non, là, c'est un cas très difficile ou c'est un cas que je ne peux pas traiter en télémédecine, et à ce moment-là, comment je fais? Donc là aussi, avec les médecins, on a décidé que vraiment, quand les gens étaient en détresse respiratoire, quand ça commençait déjà à être trop compliqué, on les envoyait donc dans les centres Covid, quoi, puisque à distance, c'est difficile de mettre quelqu'un sous oxygène quand il en a besoin. Donc, on a travaillé comme ça et on a essayé d'avoir des contacts dans les hôpitaux, hein, dans les centres Covid, là, pour leur dire qu'écoutez, si vous êtes surchargé de demandes, si à un moment donné, vous avez trop de patients que vous ne pouvez pas gérer, vous avez encore la possibilité de nous appeler. Nous, on a des médecins à disposition qui sont là pour ça et qui peuvent au moins vous faire le premier tri de patients. Parce qu'il ne faut pas que on a mal à la tête, on pense que c'est le Covid, on a mal au ventre, on pense que c'est le Covid. Au moins, eux, ils ont permis de faire ce premier tri-là, de manière à ce que certains centres Covid n'ont pu vraiment recevoir que des cas qui étaient vraiment très difficiles et qui nécessitaient vraiment une prise en charge un peu plus lourde. Donc, voilà un petit peu comment nous avons travaillé. Alors, les difficultés auxquelles on a été confrontés, ça a d'abord été avec l'administration elle-même au Cameroun. Parce que c'est quelque chose qui était nouveau. On a su très vite que l'Ordre des médecins faisait des enquêtes sur la plateforme pour savoir mais qui était derrière. Donc, moi, j'ai dû répondre très souvent aux questions, hein, pour leur dire, écoutez, moi je ne suis pas médecin. C'est vrai qu'il y a des médecins, mais vraiment, la plateforme a été fondée par des gens qui n'étaient pas médecins du tout. Donc, mais qu'il y a des médecins derrière, que c'est eux, les médecins, qui consultent. Il a fallu les rassurer pour leur dire que non,
Nous, on ne fait que prendre les appels, faire un certain tri pour les patients, mais derrière, c'est vraiment des médecins qui consultent. Il y a eu ça, et puis il y a eu les patients eux-mêmes qui ne savaient pas comment ça se passe une consultation. Donc, il faut dire aussi que les médecins se sont beaucoup mobilisés parce que c'était le Covid. Donc, eux, ils étaient là pour traiter les patients de Covid. Donc, vous imaginez bien que tout le monde appelait pour tout, quoi. Je veux dire, les gens, on a eu beaucoup de cas en gériatrie, par exemple, dont les gens appelaient pour tout et n'importe quoi. Donc, il a fallu faire aussi un travail de pédagogie derrière, leur dire qu'écoutez, c'est vraiment pour le Covid. Si vous avez ces symptômes-là, on va vous prendre en charge. Mais si ce n'est pas ça, ça ne va pas être possible. Éventuellement, plus tard, quand on aura passé cet épisode de pandémie. Mais là, vraiment, on ne peut pas parce que les médecins se sont mobilisés pour cette cause-là. Ça a été très difficile pour certains de l'entendre, mais on n'a pas pu faire autrement, sauf vraiment des cas où on a eu, je crois que c'était en gériatrie, où on ne pouvait pas faire autrement. Moi-même, j'ai dû peser de tout mon poids pour pouvoir convaincre les médecins de les prendre en charge, et aussi des Africains qui sont nos compatriotes, qui sont dans les pays comme le Maroc, la Libye et tout ça, qui là-bas n'avaient pas accès à des médecins, parce qu'on connaît un peu le contexte de cette immigration-là. Et eux aussi, on les prend en charge, en fait. C'est-à-dire qu'eux, s'ils ont besoin d'être soignés, s'ils ne savent pas ce qu'ils ont, s'ils ont des suspicions, des choses comme ça, ils peuvent contacter Télémedcam. Il y a toujours un médecin qui est là pour leur venir en aide. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu l'incrédulité aussi des patients. Quand on leur dit que la consultation est gratuite, ils n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible d'avoir une consultation médicale gratuite. Mais on leur dit, mais oui, c'est gratuit. Ah non, mais comment vous êtes sûr? Vous n'avez pas nous demandé, vous êtes sûr? Et on dit, mais oui, c'est complètement gratuit et désintéressé, quoi. Donc, il a vraiment fallu faire un gros travail de pédagogie, d'explications tout le temps. On a fait des tracts pour pouvoir partager, distribuer à tout le monde, et jamais sans oublier que sur place, les pouvoirs en place sur place, le ministère de la Santé avait aussi un numéro pour un numéro d'urgence pour la COVID, et donc à chaque fois on leur rappelait aussi que si vous n'arrivez pas à nous joindre, si vraiment vous êtes en grosse détresse respiratoire, vous avez quand même aussi ce numéro-là mis en place par le gouvernement, où vous pouvez appeler pour pouvoir demander de l'aide. Bon, évidemment, certains nous ont dit que quand on appelle là-bas, on n'a jamais personne. Je dis, essayez encore. Bon, voilà, c'est un des prospectus qu'on avait fait, qu'on avait distribué un peu partout. On a fait celui-là en français et en anglais. Bon, là, c'est en anglais, mais on l'avait fait aussi en français. Donc, c'était vraiment pour qu'il y ait une large distribution et que les gens puissent vraiment être au courant de l'existence de la plateforme. Alors, moi, je suis un peu admirative de Julie tout à l'heure. Nous, nos enjeux, on ne va pas aller très loin. On va juste espérer qu'au Cameroun, enfin, qu'on reconnaisse que la télémédecine est quelque chose qu'on doit mettre en place, quelque chose qui peut aider raisonnablement, parce qu'on sait très bien que tout le monde n'a pas accès à la médecine, non seulement parce qu'ils sont dans des zones éloignées, isolées, et qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer vers les hôpitaux. Et qu'enfin, il y a des pathologies qu'on peut traiter à distance. Tout le monde n'est pas obligé de venir à l'hôpital pour un certain nombre de pathologies. Donc, nous, on va déjà s'arrêter là on va déjà espérer que ça se soit déjà mis en place avant de demander autre chose, quoi. Vraiment que le gouvernement en place prenne la pleine mesure, la pleine conscience de la télémédecine, quoi. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop longue, et je redonne la parole à Sylvie. Merci. Merci beaucoup, Eva, pour ce retour d'expérience, et que je trouve très intéressant, très riche aussi. Ça nous permet aussi
de voir deux retours d'expérience complètement différents. On voit bien que dans certains pays francophones comme nous, ici au Canada, bien évidemment, le réseau de télémédecine, il est préexistant, hein, il était préexistant à l'hôpital Montfort et les services de santé ont pu très rapidement, en période de COVID, s'appuyer sur une infrastructure qui existait déjà et qui était disponible rapidement. Et on voit comment dans d'autres pays francophones, comme votre expérience à vous au Cameroun, la télémédecine reste à construire. Hein. C'est un réseau qui reste à construire, un réseau aussi qu'il faut, je dirais, qu'il faut faire connaître hein, aussi auprès de la population. Et puis, on voit aussi comment vous-même et les professionnels, vous avez dû vous tourner vers des solutions qui prenaient en charge les technologies disponibles. Hein, vous parliez de WhatsApp, hein, mais évidemment, il faut utiliser la technologie disponible vu que le réseau n'est pas là, mais aussi qui est un réseau qui je dirais, repose d'une certaine manière sur l'engagement aussi de tout un réseau de médecins hein, et d'une communauté de praticiens qui s'est mis en ligne hein, pour offrir très rapidement un service hein, à la population en cette période de Covid. Donc, c'est déjà deux témoignages très intéressants qui vont sûrement alimenter la discussion après la table ronde. Alors maintenant, je vais prendre la parole avec ma collègue Maria Sherba. On va vous présenter résultat d'une recherche que nous avons menée en collaboration avec l'hôpital Montfort. Notre présentation va porter surtout sur les enjeux communicationnels et relationnels justement de téléconsultation. C'est donc plutôt un regard des sciences de la communication hein, sur ce niveau dispositif technologique. Et on voit bien qu'évidemment, la télémédecine est apparue en force en contexte de pandémie, mais on va voir aussi que ça soulève des enjeux hein, au niveau de la pratique clinique parce que ça vient aussi modifier d'une certaine manière, reconfigurer la relation patient-médecin. Donc, on va prendre le temps un petit peu de regarder ça ensemble. Alors, dans un premier temps, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on sait de la littérature sur le sujet, qu'est-ce qu'on sait de l'expérience vécue des patients et des médecins lors de téléconsultations médicales, puisqu'il y a déjà quand même pas mal de travaux qui ont été faits sur le sujet. On va vous présenter ensuite qu'est-ce que nous avons observé lors d'une recherche. Et là, je donnerai la parole à ma collègue Maria Sherba. Et enfin, je terminerai pour discuter avec vous et ouvrir un petit peu la discussion avec vous sur des pistes de réflexion potentielles que nous pourrions avoir. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Dans le domaine de la communication, on sait, et c'est quelque chose qu'on sait pas uniquement pour la télémédecine, mais pour tout ce qui concerne les communications médiées par la vidéo, que ça pose un défi. Ces communications-là, notamment en ce qui concerne la dimension, par exemple, non verbale de la communication, hein, puisque quand on est dans une communication médiée par un ordinateur, évidemment, on ne peut pas voir toute la dimension de l'expression corporelle de l'individu ou des micro-expressions faciales qui peuvent être plus difficiles à percevoir. Alors, ce que l'on sait dans la littérature sur la communication patient-médecin lors de téléconsultation, c'est que la distance, évidemment, rend plus difficile notamment la relation de confiance. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les travaux, tout ce qui concerne la qualité du lien hein, qu'on va établir à distance. Cette proximité qu'on a quand on est dans une consultation en face à face, hein, on a une proximité physique hein, dans le lieu où on est, et cette proximité physique n'existe pas, donc il va falloir la recréer, ce qu'on appelle aussi, nous en communication, une situation de coprésence à distance. Il faut arriver à recréer cette situation-là, et c'est évidemment pas toujours évident, pas toujours facile. Et tout ce qui concerne la dimension empathique aussi de la relation, hein, avoir de l'empathie
l'empathie, quand on est en présence de quelqu'un, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut avoir des gestes, on peut avoir des expressions faciales, des intonations de voix qu'on peut modérer et qui sont beaucoup plus ressenties. On peut partager des émotions. Ben, à travers un écran, cette dimension empathique est rendue plus difficile, donc elle est à travailler d'une certaine manière. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a une tendance pour les médecins à rencontrer certaines difficultés, à engager le patient à distance dans un échange, dans une interaction. Et je trouve que les travaux de Nelson, Miller et Larson en 2010 le montrent bien. Ils ont examiné plusieurs contenus verbaux de téléconsultation et ils montrent que il y a une tendance chez les soignants à axer leur prise de parole sur la tâche, sur le questionnement et beaucoup moins à prendre en considération les aspects socio-émotionnels. Il y a une tendance aussi à donner une position plutôt passive aux patients lors de téléconsultations. Il y a aussi évidemment un défi de taille, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est effectivement l'examen physique à distance est rendu beaucoup plus difficile et il est nécessaire pour les soignants d'adapter leur pratique clinique pour pouvoir réaliser cet examen physique-là. Et on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail avec la recherche qu'on a faite, justement, où on a essayé de travailler cette dimension-là. Une dernière étude de Gordon en 2020 qui est extrêmement intéressante, qui propose des témoignages de patients, et je l'ai mis là, un des patients qui dit « j'ai pas l'impression de faire partie de la conversation », donc qui souligne ici cette difficulté que l'on peut avoir au niveau de l'interaction patient-soignant, cette difficulté à engager le patient dans une interaction à distance. Il faut savoir aussi que faire de la télémédecine, ce n'est pas uniquement reproduire sa pratique clinique qu'on a en face à face dans un contexte de télémédecine, ça exige aussi un certain nombre d'adaptations de sa propre pratique et notamment de sa communication, et ça, c'est des éléments importants. Alors, qu'est-ce qu'on sait en général? Par exemple, il y a une étude très récente qui vient d'être publiée et qui résume tout à fait ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que les patients identifient des enjeux, des inquiétudes. Alors, par exemple, une des inquiétudes que l'on retrouve, c'est l'inquiétude à propos d'erreurs potentielles, d'erreurs de diagnostic, parce que les patients se disent le médecin ne peut pas faire un examen physique, donc est-ce que je peux avoir confiance dans le diagnostic qui est fait? Donc ça, c'est des choses effectivement qui ressortent de la littérature et qui corrèlent ça à la relation de confiance que le patient va devoir installé avec le soignant. Alors, on sait par exemple que si le médecin a déjà eu une relation auparavant avec le patient, cette relation de confiance sera beaucoup plus facile à établir parce que, par exemple, si elle a été établie en cabinet précédemment, bien, quand on va passer en téléconsultation, cette relation de confiance va être beaucoup plus facile à établir. Par contre, c'est beaucoup plus difficile si cette relation-là n'existait pas auparavant, et là, le médecin va devoir redoubler un petit peu plus d'efforts. Il y a une perception que les médecins portent moins attention, écoutent moins, sont peu empathiques ou moins empathiques lors de téléconsultations. Donc ça, c'est une perception qu'ont les patients sur laquelle il faut effectivement porter attention. Certains patients ont des difficultés à prendre la parole, probablement parce qu'il y a une nervosité face à l'écran, il y a une hésitation à donner des détails, il y a plusieurs évidemment éléments qui peuvent intervenir. Et ça, c'est des choses aussi à prendre en considération. Ce n'est pas tous les patients, mais certains patients peuvent être intimidés par cette forme de téléconsultation et effectivement adopter une position beaucoup plus passive, attendant un petit peu les questions du médecin, etc. Et là, il va falloir peut-être faire attention ou mettre un peu plus à l'aise ces patients-là. Donc la littérature, elle insiste sur des enjeux de communication qui sont jugés importants. L'empathie, faire preuve d'empathie, être capable de reconnaître à distance les besoins, les inquiétudes des patients, la confiance qui est aussi un élément important, donc créer une relation de confiance à distance en prenant le temps d'installer la relation au début de
téléconsultation, on le verra, et ensuite pouvoir procéder à un examen clinique, évidemment en développant des stratégies qui sont un petit peu différentes. La question de la réassurance aussi est extrêmement importante, mettre le patient à l'aise, notamment lorsqu'il s'inquiète de devoir utiliser la technologie. On l'a vu avec l'expérience de l'hôpital Montfort, la nécessité aussi d'un encadrement des patients à ce moment-là, la possibilité de pouvoir avoir un soutien technique, mais aussi une petite période de test ou de petite formation quand c'est la première fois qu'ils utilisent une plateforme. Donc, il y a un accompagnement qu'il faut faire. Ce n'est pas juste je me connecte, je fais ma téléconsultation. Il y a aussi toute une infrastructure, je dirais, à mettre en place pour rassurer, parce que la situation peut aussi rendre anxieux. La confidentialité, donc créer un environnement confidentiel, une atmosphère agréable lors de la téléconsultation, c'est pas toujours facile. Vous pouvez avoir des patients qui vont faire la téléconsultation à leur domicile, il peut y avoir la présence d'autres personnes dans la salle et c'est pas toujours évident pour les patients parfois d'exprimer peut-être des ressentis intimes ou des choses comme ça. Donc il y a tout un travail à faire pour s'assurer que le patient est à l'aise, qu'il est dans un environnement quand même relativement confidentiel pour pouvoir exposer ces différentes difficultés, ces différentes problématiques. Donc on voit que la téléconsultation, ça ne se résume pas d'une certaine manière au moment de la téléconsultation, mais il y a un avant pour préparer la téléconsultation aussi, pour préparer les conditions de son bon déroulement. Alors, je vais laisser la parole maintenant à ma collègue Maria Sherbock qui va vous présenter la recherche qu'on a faite. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous parler brièvement d'un projet de recherche qu'on a mené en collaboration avec l'hôpital Montfort pour justement comprendre comment la communication entre les patients et les médecins change en contexte de télémédecine et comment les médecins vont adapter leurs pratiques pour construire une relation avec leurs patients à distance et aussi pour faire leur examen clinique à distance. Tu peux changer de diapo, Sylvie. Alors, dans le projet, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était ce qu'on appelle le travail sensoriel. Donc, on sait que pour réaliser leur examen clinique, les médecins s'appuient sur l'expérience sensorielle. Donc, en plus d'écouter ce que les patients disent, ils peuvent aussi toucher le patient pour l'examiner. Ils peuvent aussi utiliser le odorat, par exemple, pour détecter une infection, etc. Et dans le contexte de télémédecine, quand le médecin n'a pas d'accès direct au corps du patient, bien, ce travail devra s'accomplir autrement. Alors, on voulait voir comment ça se passe. Donc, on a observé et enregistré 10 consultations à distance. Il s'agissait d'un suivi post-opératoire en orthopédie avec une patiente simulée. On avait 5 chirurgiens orthopédiques et 5 résidents qui ont participé à la recherche. Certains avaient plusieurs années d'expérience en télémédecine, certains avaient moins ou pas d'expérience. Et après chaque consultation, on a interviewé les médecins. On a écouté la vidéo de leur examen clinique ensemble et on leur a demandé de la commenter et d'expliquer qu'est-ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Et cette démarche nous a permis d'identifier les difficultés auxquelles le médecin faisait face et aussi les stratégies qu'ils ont mis en place pour réaliser leur examen à distance. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, la principale difficulté qu'ils ont identifiée, c'était le sentiment d'éloignement à l'égard du patient, à la fois sur le plan sensoriel et cognitif et sur le plan affectif et émotionnel. Je vais lire la citation ici tirée d'une des entrevues. C'était juste le manque de contact avec la patiente, puis il y avait tellement d'informations qu'on ne peut pas communiquer avec le non-verbal. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui était ressenti par la patiente, l'empathie, la compassion, c'était plus difficile. Donc ce médecin ici parle à la fois de la difficulté à capter des informations, des signaux émis par le patient et aussi de la difficulté à construire une relation avec le patient. On peut changer de diapo ici. Et je vois une question dans le chat, ça a été publié. Oui, vous avez la référence ici à l'écran d'un premier article qu'on a fait avec l'équipe de recherche. Donc, on a identifié 3 stratégies que les médecins ont développées pour rendre possible le travail sensoriel à distance et réaliser leur examen. La première était d'utiliser la caméra et de travailler avec la patiente et l'infirmière qui accompagne la patiente pour construire l'espace de la téléconsultation. Alors, sur les captures d'écran ici, on voit comment le chirurgien a fait un zoom sur le genou
examiner la plaie de plus près et comment ensuite il revient au cadrage plus large pour voir le visage et le corps de la patiente pendant qu'il continue de lui poser des questions. Et cette dimension spatiale de l'interaction est très importante car elle permet justement au médecin de construire un espace clinique qui va lui permettre de réaliser son examen. Ensuite, on a pu observer comment les médecins ont pu réaliser leur examen clinique à distance concrètement. On peut changer de diapo. Donc, il y a ici, sur la prochaine diapo, 3 photos qui illustrent en fait 3 stratégies différentes pour compenser le manque d'accès direct au corps du patient. Ce qui est surtout important en fait en contexte de suivi après une chirurgie orthopédique où les médecins auraient en cabinet, par exemple, touché le genou pour examiner l'enflure, l'amplitude de mouvement, etc. Donc, la première stratégie ici était de déléguer certaines parties de l'examen au patient. On voit sur la première image comment le médecin a positionné la patiente et la caméra d'une certaine façon et comment il a demandé à la patiente de faire certains mouvements. La deuxième image illustre la délégation de certaines tâches à l'infirmière. Donc, le médecin lui a demandé, par exemple, de toucher l'incision sur le genou pour voir si c'était chaud. Et la troisième image illustre la conversation entre le médecin et la patiente. On a vu comment les médecins ont compensé certaines parties de l'examen avec des questions, donc en posant certaines questions spécifiques à la patiente. Donc, on peut passer à la prochaine diapo où on va voir en fait une chose importante que les médecins ont souligné, c'est que la structure de leur consultation en télémédecine était très différente. Je vais lire la citation ici où le médecin dit « Lors d'une visite en personne, vous faites 3 choses à la fois. Vous mettez votre main, vous bougez la jambe et vous êtes peut-être encore en train de parler. Et le patient ne réalise pas que vous venez faire un examen de son genou. » Alors qu'ici, donc en télémédecine, il faut être plus délibéré, on doit verbaliser les choses un peu plus. C'est plus difficile de faire plusieurs choses en même temps. Donc en télémédecine, la multi-activité ou le multitasking n'est pas possible et c'est pour cette raison d'ailleurs que certains médecins ont expliqué que les téléconsultations peuvent être plus longues que les consultations en personne. Et finalement, on peut changer vers la dernière diapo. Les médecins nous ont aussi parlé des stratégies qu'ils ont développées pour construire une relation avec leurs patients à distance. Et c'est un élément très important. Comme Sylvie disait, il y a des travaux qui démontrent qu'un des facteurs qui contribue à l'insatisfaction des gens avec la télémédecine, c'est justement la difficulté de construire une relation de confiance avec leurs soignants. Donc, dans la première citation ici, la médecin explique que ces expressions non verbales jouent un rôle très important pour rassurer les patients. Donc, elle va porter une attention particulière à comment elle se présente à l'écran, à sa position. Donc, il faut être bien centré, il faut regarder directement la caméra le plus possible plutôt que l'écran, etc. Donc, les médecins dans notre étude ont beaucoup parlé de la difficulté à entrer en relation avec les patients à distance, mais certains ont aussi réfléchi à comment les téléconsultations peuvent des fois aider à construire cette relation, et spécifiquement en contexte d'une clinique d'orthopédie. Un chirurgien a expliqué, comme vous voyez ici dans la deuxième citation, les avantages possibles des téléconsultations. Donc, il a dit que comparativement aux cliniques qui peuvent être extrêmement occupées, l'environnement de télémédecine est libre de distractions, d'interruptions, ce qui peut donner aux patients le sentiment qu'à un moment, un lieu précis ont été réservés pour le patient et pour ses préoccupations. Et donc, on peut changer de diapo. Alors, ces résultats illustrent en gros, soulignent le besoin de formation des professionnels, donc au niveau de la communication à distance, des stratégies pour réaliser un examen clinique, bâtir une relation avec le patient, etc. Donc, même les chirurgiens très expérimentés ont souligné l'importance de la formation parce que la télémédecine reconfigure la pratique clinique. Comme on a vu tout à l'heure, par exemple, la structure même de la téléconsultation peut être très différente. Donc, je vais passer maintenant la parole à Sylvie et si vous voulez en savoir plus sur le projet en tant que tel, on pourra en parler pendant la période des questions. Donc, je vais conclure aussi, juste pour reprendre quelques éléments, en plus évidemment de la formation dont vient de parler Maria, il y a un autre élément qui est important, et je pense sur lequel il faut pas et qu'il faudrait qu'on porte une attention, c'est comprendre ce que Nelly Oshorn nomme le travail invisible qui est demandé aux patients.
Lors d'une téléconsultation, on va déléguer des tâches au patient. On va lui demander de faire des choses que probablement il n'aurait pas fait dans une consultation en face à face. Et ce travail-là, alors on le voit notamment dans les dispositifs de télémonitoring. Judith parlait du télémonitoring, mais en télémonitoring, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez au patient de prendre sa tension, de prendre sa fréquence cardiaque. C'est un travail qui est assumé en clinique normalement par l'infirmière et qui, à domicile, est délégué au patient. Alors, tout ce travail, ce qu'on appelle en recherche, on a nommé ça un travail invisible, qui est un travail qui n'est pas rendu visible parce qu'on ne l'a pas forcément bien étudié, mais c'est important de pouvoir mesurer ce qu'on délègue aux patients, parce que certains patients peuvent le faire, mais d'autres patients, ça va générer de l'anxiété chez eux. Ce travail de délégation. Est-ce que j'ai bien posé? Est-ce que j'ai bien mesuré? Parce qu'on leur demande de collecter de la donnée de santé pour permettre aux médecins de faire un diagnostic. Donc, effectivement, ça, c'est un élément important et je pense qu'on doit mieux comprendre ce travail invisible qui est demandé aux patients pour éviter aussi d'exclure certains patients de ces dispositifs-là pour ne pas créer des effets pervers comme générer un peu plus d'anxiété. Et ça, c'est des éléments importants à prendre en considération. Il y a aussi d'autres formes de travail qui émergent de l'usage de la télémédecine. On parle de travail d'articulation. Judith en a parlé, mais aussi Eva. Tout ce travail qui exige une collaboration entre les différents protagonistes, une collaboration avec le patient, peut-être parfois avec des aidants, peut-être parfois avec une infirmière qui est sur le site éloigné, avec le médecin, avec une équipe médicale. Donc, il y a tout un travail d'articulation, de collaboration. Évidemment, il y a un travail d'inclusion qui doit se faire parce que ce sont quand même des outils techniques. On voit bien aussi que d'une clinique à l'autre, la plateforme technologique ne sera pas forcément la même. Donc, il y a tout un travail de préparation avant la consultation, aider le patient à utiliser cette technologie-là, le rassurer, lui offrir un support. Donc, ça exige aussi qu'on mette en place une infrastructure de support pour permettre ce travail d'inclusion. Il y a évidemment ce travail sensoriel dont on vient de parler, mais il y a aussi tout un travail affectif qui doit se faire à distance sur les émotions, la réassurance, la confiance. Et toutes ces formes de travail qui émergent de l'usage de la télémédecine se doivent être un peu plus analysées, comprises, parce qu'évidemment, elles doivent être intégrées aussi à la formation. Il y a aussi un élément important sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est qu'il ne faut pas réduire l'efficacité de la télémédecine à des mesures d'utilité ou d'acceptabilité. Ce n'est pas parce que c'est accepté par la majorité des individus que forcément on ne laisse pas sur le chemin un certain nombre d'individus. Il y a prendre en compte une gamme beaucoup plus large de facteurs. Est-ce que la télémédecine s'intègre bien dans le parcours de soins personnalisé d'un patient? Elle est peut-être adaptée à certains patients, pas adaptée à d'autres. Il y a peut-être des modes hybrides à prendre en considération. Donc, il y a vraiment, c'est pas, je dirais, une tendance aussi à idéaliser parfois les technologies. Et il faut faire attention aussi avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'amplification de certaines inégalités sociales d'accès? Notamment pour les gens qui sont moins à l'aise avec les technologies ou pour les gens qui ont peut-être un niveau de littératie en santé qui est moins évident. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'amplifier certaines inégalités sociales d'accès aussi si on va vers le tout technologique? Donc, c'est des éléments aussi à prendre en considération. Donc, ce qui est important et ce que je souhaiterais souligner aujourd'hui, c'est que ce travail de recherche que nous avons fait nous a permis de développer un outil et des programmes de formation qui sont issus de résultats de recherche et je pense qu'on doit continuer à le faire parce que c'est quand même un mode de prestation de soins qui, même s'il existe depuis longtemps, qui est nouveau et qui tend à prendre de l'expansion. Donc, on voit qu'en termes de formation, il y a des besoins. Donc, en partenariat avec l'hôpital Montfort, il y a actuellement on a réussi avec les résultats de la recherche de développer une formation en ligne sur la relation patient-soignant en télémédecine. Donc, on focus beaucoup plus sur l'aspect relationnel de cette prise en charge-là. Et puis, on développe actuellement un programme avec la faculté de médecine pour former des patients simulés à la téléconsultation médicale qui va être intégrée au curriculum des nouveaux médecins. Mais ce que j'ai envie de dire, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut poursuivre le travail de recherche sur l'acceptabilité,
sur les usages, l'acceptabilité sociale de toutes ces technologies numériques de santé, dont la télémédecine, le télémonitoring, et évidemment en ayant présent à l'esprit leur pertinence sociale, pas uniquement leur pertinence clinique, parce que les deux dimensions sont importantes. Il y a des besoins effectivement médicaux, mais il y a aussi parfois des besoins sociaux qui sont là aussi pour les personnes qui vont utiliser. Faire attention à ne pas créer d'autres inégalités en mettant en place ces formes de technologies numériques de santé, et évidemment tout ce qui va concerner aussi le travail d'inclusion, le travail aussi d'articulation entre les différents professionnels de la santé. Donc ça, il y a effectivement de poursuivre ce travail de recherche autour de ces thématiques-là. Donc, on a terminé pour notre présentation, pour les 3 présentations de cette table ronde. Donc, on va maintenant avoir ce moment de discussion ensemble. Donc, ça peut être une période de commentaires. Vous pouvez aussi partager des expériences que vous avez peut-être vous-même vécues, comme des questions si vous souhaitez revenir sur certains points. Donc, l'idée est vraiment de prendre le temps ensemble de pouvoir aborder tous ces enjeux-là et tous ces questionnements que soulève l'intégration de la télémédecine en santé. Donc, notre modérateur est Eric et c'est lui qui va distribuer la parole. Oui, bonjour, merci pour toutes ces belles présentations. Je vois qu'il y a quelques mains d'applaudissements. Effectivement, c'était tout très, très intéressant. Il y avait eu quelques questions dans le chat, mais qui ont été répondues sur des points de référence. Mais voilà, la parole est à vous. Des questions courtes ou des témoignages courts, parce que le temps file très vite, et des réponses courtes. Qui veut commencer? Levez la main, le pouce, ce que vous voulez. J'essaierai de vous voir. Eric, dans le chat, il y a une question. Oui. Une question de Lisanne Lessard. Merci pour cette présentation. Judith, pourriez-vous revenir sur le défi que vous avez mentionné concernant l'intégration des flux de patients dans le processus de télémédecine? Merci, Lisanne, pour la question. Oui, définitivement, au niveau de la question, ce que tu mentionnes, c'est vraiment... le défi est vraiment à plusieurs égards pour le patient. Et ce qu'on réalise, c'est que même si on envoie un courriel de confirmation au patient et à l'intérieur du courriel, toutes les instructions sont à l'intérieur pour pouvoir adhérer à la consultation, on a remarqué que plusieurs patients ne lisent pas jusqu'en bas du courriel. Et si on ne fait pas un suivi, on a vraiment des ratés par rapport à la consultation. On se pose vraiment la question par rapport à la faisabilité de pouvoir poursuivre ça à long terme si on continue à augmenter nos nombres. Mais on réalise vraiment que pour avoir un succès avec la consultation, souvent on doit présenter au patient, lui offrir à savoir s'il veut faire un test au préalable. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Lisanne, comme telle. Oui, merci. 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 Une autre question de Jennifer O'Neill. J'aimerais juste le concept d'équité de services de santé. Concrètement, comment avez-vous vécu quel type d'inéquité? Alors, peut-être que ça pourrait être aussi en lien avec la question de la littératie en santé que vous avez évoquée, qui me semble importante face à la télémédecine. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question d'équité ou d'inéquité face à la télémédecine et aux services de santé? Oui, moi je peux répondre. C'était surtout aussi par rapport à la prise de conscience que l'usage des technologies en santé peut générer de nouvelles inégalités sociales de santé. Alors, nous avons des collègues, par exemple, à l'Université de Toulouse, à l'IFRIS, qui travaillent beaucoup sur les inégalités sociales de santé et qui ont étudié, par exemple, un système de télémonitoring pour patients cardiaques.
et se sont rendus compte que déjà le système n'était pas, sur le plan du design, posait beaucoup de problèmes et en même temps avait généré certaines inégalités d'accès. On le retrouve aussi avec certaines prises en charge, par exemple pour les cancers, hein, où il y a des prises en charge en suivi à domicile, où on se rend compte que ça fonctionne très bien pour un certain type de population, mais pour d'autres types de populations, les personnes ont tendance à ne pas se sentir à l'aise. Par exemple, ils ne vont pas forcément faire appel à l'infirmière lorsqu'ils en ont besoin parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le système qui est mis en place. Donc, ça peut avoir des impacts sur leurs médicaments, la prise régulière des médicaments, etc. Et donc, effectivement, ça génère d'autres inégalités sociales de santé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que on peut penser que justement, en donnant accès à la télémédecine, ça permet à des gens, par exemple au Canada, en région éloignée, d'avoir accès à un médecin, etc. Mais ça peut aussi, pour d'autres parties de la population, les personnes âgées, des personnes qui peuvent aussi vivre de l'isolement social et pour qui la télémédecine, ce n'est pas forcément la solution parce que pour eux, c'est peut-être un mode de communication plutôt froid. Vous avez des personnes aussi qui vont se sentir très insécurisées par rapport à un examen clinique en télémédecine et qui ne vont pas forcément faire confiance à la prescription du médecin. Et donc, est-ce qu'ils vont suivre après coup ce qui a été prescrit par le médecin, sachant qu'ils n'ont pas eu confiance envers le diagnostic? Donc, tous ces effets-là, il faut aussi les prendre en considération. Parfait, merci Sylvie. Monsieur Jean-Gabriel Jeannot, vous vouliez faire une petite intervention. Oui, alors moi j'ai une situation un petit peu particulière dans le sens où je suis médecin de famille installé en pratique privée. Donc par rapport aux exemples qui ont été donnés par les panélistes, où c'était plutôt des grandes structures, moi je voulais parler de mon expérience juste de médecin en pratique. Alors deux choses, d'une part je me réjouis qu'on ne parle plus de téléconsultation. Ce sera le moment où vraiment les soins à distance seront intégrés à notre pratique. Mais je voulais insister sur un point qui, je crois, n'a pas été évoqué. Pour moi, les soins à distance peuvent parfois remplacer les soins présentiels, mais j'aimerais dire que parfois c'est plus que ça. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, avec mes patients, le fait de leur proposer de communiquer soit par courriel, soit par téléphone, soit plus rarement par vidéo, c'est un canal de communication supplémentaire. Alors, des fois, la téléconsultation peut remplacer une consultation présentielle, mais je trouve intéressant de dire que c'est un canal de communication supplémentaire et je pense que l'avenir est à offrir aux professionnels de la santé et aux patients différents moyens de communication qui devront s'intégrer les uns les autres et être coordonnés. Donc, le message que je voulais transmettre, c'est, voilà, moi je pense que c'est un beau moyen de soigner pendant la pandémie et hors pandémie. La téléconsultation a certaines limites, mais elle a aussi un certain nombre d'atouts qui fait que parfois elle est plus que la consultation présentielle parce que l'accès aux soins est facilité. Parfait, merci. Une autre question d'Elissa Beaulieu. Est-ce qu'on ajoute un niveau de difficulté en cas de discordance linguistique? Donc, finalement, tous les enjeux de langue dans cette communication sous forme de télémédecine. Je pense que Judith pourra parler de l'expérience de l'hôpital Montfort, notamment l'accès en santé mentale. Je pense qu'en quelque part, je dirais que c'est le contraire, c'est qu'on rend ça plus facile à la communauté qui n'aurait pas accès à des soins en français. Un exemple, c'est, j'ai parlé beaucoup du nord de l'Ontario, mais il y a le sud, il y a toute la partie de Toronto. Donc, c'est accessible un peu partout. Puis je pense que la télémédecine va aussi pouvoir permettre d'aller chercher les intervenants où ils sont pour pouvoir répondre aux besoins de la population à distance qui, avant, n'aurait pas eu droit à ce service.
Peut-être Madame Oloa, dans le contexte d'une francophonie internationale, toute cette question de la langue, j'allais dire d'un pays à l'autre, ça ne doit pas être si évident que ça. Bah, écoutez, nous, au Cameroun, c'est le français et l'anglais, hein, je pense que vous êtes au courant. Oui. Mais nous, on a eu des médecins qui étaient bilingues, donc qui ont pu aussi éventuellement, quand on a eu des patients qui parlaient autre chose que du français, ils ont pu communiquer. Hein. Moi, j'ai quand même un peu envie de dire que nous, au Cameroun, les médecins qui sont de ce côté-ci ont l'habitude de faire la téléconsultation. Mais ceux qui sont au Cameroun, ils sont aussi complètement... c'est nouveau aussi pour eux. Hein. C'est-à-dire que même s'ils ont la volonté de bien faire, il leur manque quand même encore un peu la formation, quoi. Et puis, j'allais dire, l'assurance. Être sûr qu'ils font bien la consultation, c'est difficile. C'est très, très difficile pour les gens. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays en Afrique, mais je peux comprendre que c'est à peu près le même problème. Mais la télémédecine n'est pas encore très, très répandue là-bas. Donc, nous, on découvre tout. On essaye de s'adapter au fur et à mesure. C'est ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui. Quand moi, j'entends Judith, je suis très contente parce que ça me permet aussi, moi, après, de réagir et de voir comment on peut aussi nous adapter les consultations quoi, plus tard. Parfait, merci beaucoup. Une question aussi concernant les obligations légales chez les médecins. Comment cela est géré dans les différents ordres professionnels, cette télémédecine? Je peux prendre la question. Juste pour vous dire que la plupart des collèges de médecins, au niveau des normes professionnelles, c'est adressé au niveau de la télémédecine et c'est reconnu. Donc, vous n'avez qu'à aller au niveau du collège des médecins comme tel, au niveau du collège des infirmières, que ce soit un physiothérapeute ou quoi que ce soit. La télémédecine fait partie intégrante maintenant des voies là, spécifiques. Et il y en a qui ont des précisions. Donc, on a juste besoin d'aller vers ça, mais de façon globale, c'est très bien accepté et c'est bien écrit également. Est-ce qu'en France ou au Cameroun, il y a des défis concernant l'aspect légal, on va dire, de la télémédecine? Alors, on a été très vite confrontés à ce médecin, mais l'interrogation venait plutôt des médecins qui exercent ici en Occident. Hein. D'ailleurs, beaucoup ont arrêté de consulter sur Télémedcam parce qu'ils nous ont expliqué que comme il n'y avait pas, vous savez, quand nous on a mis ça en place, c'était même pas pour faire une association, on se disait juste on va aider. Pour nous, c'était tout simple. Donc, il y a des patients d'un côté et des médecins qui veulent bien consulter. Donc, nous, on n'avait pas vraiment pensé à tout ce côté juridique. Donc, il y a certains médecins qui ont estimé que eux, ça les mettait en danger au niveau professionnel et qui ne pouvaient pas continuer de fonctionner de cette manière-là tant qu'il n'y avait pas un cadre vraiment juridique. C'est ça qui a vraiment amené à ce qu'on puisse vraiment légaliser l'association et qu'elle puisse être mise en place. Donc, au Cameroun, encore une fois, c'est des choses qui n'existent pas. Bon, un bien pour un mal, ça nous a permis, parce qu'il y avait ce flou juridique là aussi, de pouvoir consulter les patients. Parce que j'imagine que s'ils avaient commencé un petit peu à légiférer là-dessus, l'action aurait été un peu plus compliquée. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de législation, qu'il n'y ait rien du tout de fait, ça nous a permis comme ça de pouvoir venir en aide aux populations. Quoi. Donc, tout est vraiment à faire et tout le monde découvre en fait la télémédecine au Cameroun en ce moment. Merci. Je peux prendre juste la parole. Je sais que Jean-Gabriel Janot, vous êtes en Suisse et justement sur le plan législatif en Suisse, est-ce que vous pourriez nous partager ça avec nous? Oui, alors en Suisse, c'est assez simple dans le sens où il n'y a pas de législation spécifique pour la télémédecine. Donc, les exigences de la téléconsultation sont les mêmes que pour la consultation présentielle. Donc, ouais, on a très peu d'obstacles en Suisse, une loi très permissive. Parfait. Une autre question, comment voyez-vous l'utilisation de la télémédecine comme une option d'accès aux services en français pour les francophones en milieu minoritaire? Je sais qu'il y en a plusieurs ici qui... C'est plutôt le cas canadien, mais on a parlé un peu du nord de l'Ontario. Est-ce qu'il y a d'autres... Je pense qu'en quelque part, c'est possible. La télémédecine, en principe, ne devrait pas avoir de frontières spécifiques par rapport à pouvoir rejoindre les populations.
francophones selon les besoins. Ce qui est vraiment important, tel que ce que le médecin a précisé tantôt, et c'est vraiment où la question qui a été posée au niveau des collèges, il faut vraiment regarder ce que nos collèges nous permettent de faire et de ne pas faire. Merci. Une question je vois qu'il y en a de plus en plus le temps passe, plus il y a de questions, mais c'est très bien. Martin Meunier, y a-t-il des spécialités qui sied tout particulièrement à la télémédecine? Par où commencer, par où terminer? Quelle marche à suivre pour instaurer la télémédecine? Quels sont les conseils de nos spécialistes? Est-ce que ça s'adapte à tout? Je peux peut-être commencer. Je pense que toutes les spécialités sont concernées par la télémédecine. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que, et ça, je trouve que le témoignage de Jean-Gabriel l'illustre aussi, mais on le retrouve aussi ici au Canada, c'est que les médecins de famille aussi, la télémédecine a été très importante pour les médecins de famille. Désolée, il y a un test test chez moi en même temps. Les médecins de famille ont utilisé la télémédecine pour garder en fait le contact avec leurs patients. Et ça, je trouve que c'est un usage intéressant pour garder un contact, garder une relation de proximité avec leurs patients, surtout les patients qui connaissaient de longue date. Donc, c'est vrai que ça a été un outil précieux pour les médecins de famille, mais aussi pour un accès pour les spécialistes, hein. Que ce soit une spécialité en santé mentale, mais nous, par exemple, on a interrogé des orthopédistes qui faisaient des suivis post-opération avec des patients. Et donc, ça, c'est des pratiques qu'on voit. Mais je pense que toutes les spécialités sont je dirais, rendues possibles en télémédecine. La particularité, c'est qu'il va falloir adapter sa pratique clinique. Hein. Si je suis un orthopédiste et que, évidemment, je ne peux pas palper, je ne peux pas toucher une plaie, mais il faut que j'adapte aussi ma pratique. Et merci Sylvie. Juste pour rebondir là-dessus, est-ce que la télémédecine est déjà ou va être davantage intégrée au cursus de formation, donc tout ce qui est la formation en santé? Est-ce que nos professionnels de santé seront formés ou davantage formés à la télémédecine? Parce que là, peut-être qu'on improvise un peu, mais... Moi, je peux vous dire que on a eu des demandes. Justement, Sylvie aussi a travaillé là-dessus cet été. Pour les étudiants en médecine, je peux vous dire qu'on a été sollicités. Et la même chose avec les résidents en médecine. Mais c'est certain que les autres professionnels commencent à regarder et je pense que ça commence à être assez urgent pour pouvoir vraiment bénéficier là, des stages et aussi de bénéficier de la formation continue là, en temps COVID et post-COVID. Merci. Oui, moi je pense que les facultés de médecine ont été très sensibilisées par rapport à la formation, notamment depuis le mois de mars. Et les formations en télémédecine vont être intégrées au cursus et notamment en utilisant des patients simulés. Donc, en utilisant comme outil de formation la simulation, qui est aussi un outil de formation utilisé pour d'autres types de formations, mais qui va être utilisé ici en télémédecine. Je pense aussi, Jean-Gabriel, que vous avez développé des formations, vous. En Suisse, au niveau universitaire, il y a peu de choses qui existent. J'espère que ça va se développer. Pourquoi peu de choses existent? Parce que moi, je pense que pas mal de mes confrères, un, ne voient pas encore l'utilité de la télémédecine, et puis deux, pensent que parce qu'ils savent consulter en présentiel, ils savent consulter à distance. Pendant la période la plus aiguë de la pandémie ou de la première vague chez nous, mars, avril, mai, moi, j'ai créé une formation qui était prévue initialement en présentiel pour mes collègues de Suisse francophone. Et puis, il y avait un intérêt certain. Et puis, dès l'instant où on pouvait, en consultation, ne voir plus que les patients urgents, on a commencé à soigner à distance. Et puis là, il y a eu un immense intérêt de mes collègues pour être formés à la télémédecine. Et puis, j'ai créé une formation sur 2 demi-journées et puis une autre fois sur une demi-journée
pour leur dire ce que c'était, pour les rassurer, leur dire tout ce qu'on pouvait faire à distance, pour leur dire quelles étaient les limites, pour leur dire ce que disait la loi, pour leur dire comment facturer, ce qui les intéressait aussi beaucoup. Donc voilà, il y a eu un grand intérêt pendant la phase aiguë de la pandémie et puis maintenant ça a un petit peu diminué. Mais on voit que c'est plutôt des initiatives comme la mienne, un peu individuelles. Au niveau des universités, il y a encore peu de choses, malheureusement. Merci, je vois qu'il est 10h03. S'il n'y a pas d'autres questions, je laisserai, je pense, le mot de la fin à Sylvie. Merci Eric. Donc, merci à vous tous de votre présence à cette première table ronde. Je pense que les commentaires que je vois sur le chat et les discussions que nous avons eues ont permis d'échanger sur nos différentes pratiques et nos différentes expériences. Je vous rappelle que cette table ronde a été enregistrée, donc ça sera possible de pouvoir la réécouter. Et si certaines personnes veulent avoir accès à nos PowerPoint, que ce soit celui de Judith ou celui de moi-même et Maria, ou si vous voulez avoir des informations sur Télémedcam, mais vous pouvez toujours me contacter par courriel. sylvie.grosjean@uottawa.ca et puis je me ferai un plaisir de pouvoir vous envoyer nos PowerPoint ou des ressources complémentaires aux besoins. Donc, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci aux panélistes. Merci, et puis, bonne journée ou bonne fin de journée à tous. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.